11h47, bienvenue dans le grand forum. Jean-Paul Lepeletier qui sera de retour, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand forum jusqu'à 13h comme tous les midis sur Radio Télé Pays Guyane. Nous parlons de ce qui fait l'actualité guyanaise et ce dont nous allons parler ce midi avec notre invité, le député de la première circonscription, Jean-Victor Castor. Nous parlerons d'économie mais nous parlerons également de ce danger que courent les entreprises guyanaises. Vous le savez, la Guyane traverse une période particulièrement et presque paradoxale. D'un côté, nous avons les indicateurs économiques qui sont là, qui sont positifs de manière globale, qui montrent, qui s'orientent vers la hausse avec notamment des activités, les créations d'entreprises, certains secteurs dynamiques. Mais de l'autre, sur le terrain, les chefs d'entreprise décrivent une situation de plus en plus tendue avec les retards de paiement, les difficultés d'accès au crédit, les explosions de défaillances, notamment dans le BTP, et un climat d'incertitude renforcé par les annonces budgétaires pour 2025 et 2026. Alors comment expliquer ce décalage entre les chiffres et les ressentis? Est-ce qu'une crise conjoncturelle? Est-ce que c'est une remise en cause plus profonde du modèle économique guyanais? Et pour nous en parler ce midi, le député de la première circonscription, Jean-Victor Castor, qui se trouve, lui, à quelques heures d'une conférence organisée avec les socioprofessionnels pour répondre à ces enjeux. Monsieur le député, bonjour. Bonjour Kylian, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Pays Télé Pays. Merci d'être là ce midi dans le grand forum pour tenter, plus que de faire un constat, tenter d'expliquer une situation qui, je l'ai dit en introduction, est paradoxale. Nous avons eu le DRG Philippe qui était présent ici dans nos locaux et qui, lui, n'est pas si pessimiste, n'est pas autant que vous, dit qu'il y a quand même des choses qui sont positives. Et quand on regarde les chiffres, on ne peut pas lui donner tort. On voit que certaines choses vont bien. Les indicateurs officiels parlent d'une conjoncture encore favorable sur le terrain, mais les entreprises, elles, parlent de crise. Elles disent que les choses ne sont pas du tout bonnes. Comment vous expliquez, en analysant, prenant du recul, ce décalage? Alors déjà, moi j'avais assisté à une réunion à laquelle je m'étais invité d'ailleurs. C'était une réunion notamment sur la question des délais de paiement. Ça remonte à peu près à 8 mois. Dans un hôtel de la place avec le préfet, le président de la collectivité territoriale, le DRFIP d'ailleurs, M. Grégory Routard qui était là aussi, etc. Et en fait, moi j'avais déjà noté donc, ce que tu appelles un paradoxe. Hein, mais ce n'est pas un paradoxe. Moi, je pense que de toutes les façons, tous les préfets Mhm. euh, ont eu comme consigne par rapport aux réductions drastiques, les réductions budgétaires drastiques, puisque nous sommes dans une période d'austérité voulue donc, par le gouvernement, les gouvernements macronistes. On leur a demandé de faire une présentation, je ne vais pas dire idyllique, mais pondérée de la situation. Bon, la situation critique de chaque territoire. Et comme chez nous, que nous-mêmes nous déyons, tous les directeurs d'administration, on leur demande de sortir des documents ou des chiffres qui soient des chiffres le plus favorables possible. Moi, je le dis très clairement. Vous dites quelque part, Jean-Victor Castor, que les outils statistiques que l'on nous donne, les chiffres Alors que l'on déjà, nous transmet, nous, aux médias, sous-estiment réellement la mais réalité exactement. guyanaise. Alors déjà, ils ont ça comme doctrine, c'est-à-dire faire une présentation la plus favorable Mhm. possible, en s'appuyant sur quelques chiffres. Vous savez, quand vous faites euh, une analyse et que votre analyse, elle est toujours macro, jamais vous vous intéressez à la réalité, par exemple, de certains segments, de certains secteurs. Par exemple, moi, quand j'interroge le ministre de la Recherche et de l'enseignement supérieur à l'Assemblée nationale, M. Baptiste, qui était l'ancien directeur du CNES, donc il connaît très bien la situation. Son premier propos par rapport à ce que peut apporter la base spatiale, c'est qu'il dit, voilà, la base spatiale, il n'avait pas trop le chiffre, mais il dit, grosso modo, c'est environ 20% en fait, du PIB en Guyane, du PIB. Ouais. Et ça, c'est un chiffre qui ne veut rien dire, en fait, en Guyane. Puisqu'on sait qu'il y a une forme d'extraterritorialité de l'activité spatiale en Guyane. Bon. Et si on prend ça comme référence, ben forcément, ça va tout modifier. Deuxièmement, tout le monde sait qu'on a une économie en Guyane qui est une économie parallèle et qui s'amplifie. Pourquoi? Parce que quand vous ne pouvez plus, dans le cadre légal, dans le cadre des politiques publiques, ben, vous développer économiquement, les gens ont besoin de vivre, les gens créent un secteur parallèle. Et ce secteur parallèle-là, cette économie dite parallèle-là, elle se développe à vitesse grand V en Guyane. Et elle met d'ailleurs à mal l'économie, on va dire, légale. Et ça, ces chiffres-là, vous ne les avez pas en fait. Ils ne sont pas pris en compte. Bon, maintenant,
si vous allez voir, donc là par exemple, vous allez demander à la présidente de la Chambre de commerce, elle va vous dire oui, on a toujours une croissance, parce que c'est normal. On a un pays qui est dynamique dans le sens où on a une certaine jeunesse, on a une croissance démographique, et que forcément, vous allez avoir de la création d'entreprises, des gens qui vont vouloir entreprendre, même dans un milieu contraint. Les gens vont le faire. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Sauf que, lorsqu'on parle de création d'entreprise, qu'on parle de ces jeunes entreprises qui marchent bien, qui arrivent, vous dites que finalement c'est du bon sens, que ce serait plutôt catastrophique d'envisager un territoire guyanais où sur une année civile, il y aurait zéro création d'entreprise, ce qui voudrait ouais, absolument ne rien dire. mais bien sûr, donc pour moi, il y a des choses qui sont liées tout simplement, c'est même pas lié à l'apport, enfin à l'accompagnement des politiques publiques. C'est que de toutes les façons, on est un pays qui est un pays jeune, Mhm. de toutes les façons, nous avons une croissance démographique et que de facto, mécaniquement, vous allez avoir des gens qui vont entreprendre. Moi, ce que je dis, moi, c'est qu'on a un tissu économique avec des entreprises qui, si je prends par exemple le secteur du bâtiment, Mhm. enfin, je ne sais pas, Kylian, si tu as un chantier, par exemple le chantier du lycée de Macoria, et que sur ce chantier-là, à l'issue de ce chantier-là, il y a 5 entreprises qui sont en liquidation, c'est qu'il y a un problème. Je ne parle pas d'une entreprise qui a été défunte. Vous avez 5 entreprises. Et quand vous regardez différents marchés, différents chantiers de construction, et que vous avez systématiquement cette courbe à la liquidation qui nous amène à la liquidation, soit au redressement à la liquidation d'entreprise, il y a de quoi s'alerter. Avant, on avait 20, 30 entreprises qui passaient, qu'on retrouvait au tribunal de commerce. Aujourd'hui, par session, on en arrive à une centaine. Donc, on ne peut pas faire comme si tout va bien. Et d'ailleurs, sur les chiffres des liquidations ou des entreprises en défense financière, même l'INSEE n'arrive pas à mentir, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Victor Castor, lorsque vous parlez notamment Ce que je veux dire, oui, c'est que ce n'est pas parce qu'on a des choses qui mécaniquement nous amènent à de la création d'entreprise que ça va bien. que ça va bien. Ouais. Et puis, on ne peut pas, d'un côté, dire ça, et de l'autre, dire, écoutez, c'est tout à fait normal que des entreprises ferment. Non. Qu'il y ait quelques entreprises qui ferment à la marge parce qu'il y a une mauvaise gestion, etc. D'accord. Mais quand vous en avez des centaines, il y a à s'alerter. Est-ce Moi, qu'aujourd'hui, c'est ce que je n'accepte quand on pas. remonte au plus haut, nous en avions parlé en début de saison sur Radio-Télé Pays Guyane, notamment sur ce fameux budget Outre-mer qui a été largement raboté. Beaucoup d'élus ultramarins, quel que soit le territoire, ont alerté en disant attention, vous êtes en train de créer quelque chose qui va nous faire énormément de mal. C'était il y a quelques mois. L'année dernière, en septembre, on en parlait très fortement. Aujourd'hui, nous sommes en mai 2026, on voit les effets sur l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, en Guyane, nous sommes fortement impactés, notamment avec des chiffres que l'on voit, notamment le nombre d'entreprises défaillantes est totalement inédit en Guyane. Nous n'avons jamais eu autant d'entreprises défaillantes, mais de l'autre côté, nous n'avons jamais eu autant de volonté, notamment de la part des chefs d'entreprise, de créer d'autres ressources, de parler autrement. Sauf que pour parler autrement, il faut au moins être deux. Et ce deuxième en face de nous joue la sourde oreille. Le gouvernement n'a pas vraiment envie de comprendre les difficultés que nous avons en Guyane. Est-ce que c'est la véritable lecture que nous devons en avoir? Alors, Le gouvernement ne joue pas les choses, ou bien que le gouvernement essaye, mais ne peut plus finalement qu'il lui-même arriver au bout des moyens? Je vais vous donner une anecdote. Moi, je rencontre le ministre du Logement. Je l'interpelle publiquement lors d'une réunion sur, bien sûr, la LBU. Une coupe de 60% de la LBU. C'est-à-dire, on passe de 60 millions à un peu plus de 20 millions Oui. sur la LBU. La LBU, c'est le financement qui est dédié au logement social. Il demande à me rencontrer à l'issue donc de la réunion et il me dit, vous savez, j'ai été comme vous, je l'ai appris. Parce qu'en fait, la LBU, elle est gérée par le ministère de l'Outre-mer. Et lui, en tant que ministre du Logement, je ne sais pas si les gens se rendent compte, aujourd'hui, la France vit sa plus grande crise économique en matière de logement. 400 000 logements, 400 000 à 500 000 logements à construire. Donc, le gouvernement, malgré l'austérité, a décidé de lancer un grand plan logement pour l'ensemble de la France. Sauf nous. Sauf les territoires dits d'outre-mer. Et dans le moment même où, d'ailleurs, ce sont ses propres propos, je suis en train de lancer une opération gigantesque au niveau de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Mais pour la métropole. Pas pour nous. Et dans le même temps, vous réduisez de 60% la LBU chez nous. De 40 à 50% dans les autres territoires, etc. Il y a un véritable problème. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appelle moi le double discours. Vous savez, tout le monde est monté au créneau au moment du budget, notamment sur la LODEOM et puis sur le RAFI. Donc c'est tout ce qui concerne le financement, donc sur l'investissement.
le gouvernement a fait marche arrière. Parce qu'il y a eu on va dire une convergence, une détermination de tous les parlementaires. Mais dans le même temps, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement a réduit le financement, on va dire, en matière de santé avec le PLFSS. Mais quand vous réduisez le PLFSS, ça a une incidence. C'est une incidence sur la capacité des personnes à se faire soigner, mais c'est une incidence aussi sur l'investissement dans tout ce qui concerne la santé. Et chez nous en Guyane, vous savez qu'on a un vrai souci. Bon, quand vous regardez dans le cadre du PLF et que vous réduisez aussi secteur par secteur, y compris dans la formation professionnelle, les missions locales, il y a eu des coupes budgétaires énormes concernant les Outre-mer. Donc, en fait, moi, c'est ce que j'appelle le double discours. Donc, la question que tu as posée tout à l'heure, c'était de dire, mais comment les acteurs économiques, les acteurs sociaux peuvent avoir comme partenaires, et puis les acteurs politiques, un gouvernement qui, lui, en fait, ne répond pas à nos attentes. En fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait pour sauver les entreprises actuelles? J'ai oublié de dire quelque chose. Je le répète ici parce que je crois que je l'avais déjà dit. C'est le préfet lui-même qui m'a dit un jour, monsieur le député, je suis inquiet quant au risque d'un effet domino avec les fermetures des entreprises. On est sur un marché qui est un marché réduit. Dans certains segments, on a voire une ou deux entreprises qui ont le savoir-faire. Quand vous avez des chantiers et que sur ces chantiers-là, vous avez une entreprise qui ferme dans ces secteurs-là, dans ces métiers-là, vous ne savez plus faire localement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le chantier est arrêté. On ne peut pas le terminer. L'entreprise, elle est liquidée. Il faut valider donc la rupture de contrat avec cette entreprise qui est liquidée. Voilà, parce qu'elle est liquidée. Donc. Et il faut lancer une nouvelle procédure. Mais quand vous lancez la nouvelle procédure d'appel d'offres pour le marché concerné, pour le lot concerné, il faut trouver l'entreprise, localement. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi je voulais donc une cellule de crise, pour qu'on puisse examiner la situation de chacune des entreprises, mais aussi qu'on puisse examiner, métier par métier, l'impact que ça aura. Or, aujourd'hui, cette analyse-là, vous ne l'avez pas avec la fameuse analyse macro qui est présentée, par exemple, par le DRH. Oui, où on peut vraiment mettre toutes les entreprises. Ce que vous proposez, c'est du bon sens, Jean-Victor Castor, parce que vous dites que finalement, on veut bien aller dans votre sens, mais permettez-nous d'un côté d'analyser secteur par secteur l'état de santé de ces entreprises. Nous, on l'a fait sur Radio-Télé Pays Guyane. Nous sommes allés nous renseigner auprès des secteurs les plus représentés ici en Guyane, notamment nous avons reçu les routiers, les transporteurs routiers, nous avons reçu également les ambulanciers, nous avons reçu les métiers de la pêche à travers notamment le représentant, M. Ragnot, ce représentant régional de la pêche. Nous avons reçu également ceux dont la voix n'a pas été entendue depuis au moins 6 ans, les métiers de la forêt, les métiers de la sylviculture, ceux qui s'occupent également des arbres, des forêts, qui font cette économie tourner. Tout le monde est en alerte. Tout le monde dit qu'il y a des choses compliquées qui vont arriver et il n'y a pas vraiment d'optimisme aujourd'hui. Quand vous déclenchez un rendez-vous avec les socioprofessionnels ce soir, vous allez parler, vous allez faire un constat à nouveau des choses qui ne vont pas. Vous attendez quoi de ce rendez-vous? Que l'on puisse proposer des choses ou bien que l'on puisse agir tout simplement? Moi, je pense qu'il faut faire comme partout. C'est-à-dire que partout où il y a ces coupes budgétaires, les gens se réunissent. Donc voilà, je n'ai pas envie, moi, d'être le porte-parole, un homme seul dans le désert. Voilà, on réunit les gens et on discute pour tomber d'accord sur une plateforme qu'on puisse l'amener ensemble. Vous savez, en 2017, on a beaucoup regretté ces fameux ateliers, ces fameuses commissions où finalement le gouvernement a eu gain de cause en mettant une partie de, je sais pas moi, les pêcheurs d'un côté, les agriculteurs de l'autre, etc., etc. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez la segmentation, oui, des discussions séparées, etc., chacun va prêcher pour sa paroisse, ce qui est normal. Oui, mais on a aujourd'hui un enjeu, c'est-à-dire de se réunir. Parce qu'on voit bien que quand vous avez des coupes budgétaires sur le logement, c'est 40% de la commande publique en moins. Oui. Et du coup, comment c'est que la commande publique, malheureusement dans notre pays, c'est à peu près 80-90% donc de la commande publique en général, enfin du développement économique en général, on a un souci, on a un vrai souci, c'est-à-dire que ce sont tous les secteurs, y compris les services, qui vont être impactés. Mais ce sont les collectivités aussi qui vont être impactées. Puisque si le tissu économique s'effondre, les collectivités, forcément,
auront moins de recettes aussi. Oui, forcément. Il y a Voilà. également la FRBTP qui avait prévenu Ce sont à des chantiers travers, qui vont pas, à travers un communiqué justement que la on va pas réduction de réussir la LBU à continuer euh, ou à lancer. dit que ce n'est pas cette année qu'on verra ça, c'est en 2027. Nous revenons dans 3 minutes, Jean-Victor Castor, afin de comprendre. Nous allons aller en profondeur afin de comprendre comment les choses vont se dérouler. Et surtout, vous, j'imagine bien qu'en mettant en place ce rendez-vous, cette réunion pour libérer la parole, mais qu'il y a également des solutions qui devront y être apportées. Vous avez peut-être en tête quelques-unes de ces solutions. Nous en parlons dans 3 minutes et vous serez les bienvenus comme tous les midis dans le grand forum pour y apporter votre vision au 05 94 36 36 06. Il est déjà midi. 12h07, bienvenue dans la deuxième partie du grand forum ensemble jusqu'à 13h. Bien évidemment, vous n'êtes pas trompés, pas de décalage horaire. Jean-Paul Lepetier de retour très bientôt dans le grand forum. Pour l'instant, ce midi, je suis en compagnie du député de la première circonscription, Jean-Victor Castor. Nous parlons depuis 11h30, 11h40 des problèmes, des problématiques que rencontrent nos entreprises guyanaises. Il y a cette défaillance inédite d'entreprises guyanaises qui ferment, qui n'arrivent plus à respirer, qui sont asphyxiées avec notamment sur le papier des chiffres qui semblent plutôt positifs, mais sur la réalité du terrain, des entrepreneurs qui n'en peuvent plus. Et d'ailleurs, ce soir, vous leur donnez rendez-vous, Jean-Victor Castor, pour une discussion avec tout le monde socio-professionnel pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur entreprise, mais également à l'intérieur de leur tête, parce que beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui vivent une situation d'isolement qui est totalement inédite. Beaucoup d'entre eux, quand on en parle, sont presque résignés à fermer leur entreprise. Aujourd'hui, ce serait un signe cataclysmique pour l'économie guyanaise qui va déjà mal, alors que de son côté, l'État français, lui, envoie des signaux plutôt positifs, notamment à travers cette analyse macro dont vous parliez tout à l'heure, qui met tout dans le même sac et qui finalement laisse émerger que les choses positives en éloignant les choses qui ne le sont pas du tout. Est-ce que selon vous, ce soir, Jean-Victor Castor, c'est cette réunion qui va réunir tout le monde ce soir, les socioprofessionnels, et également les syndicats, vous appelez tout le monde à venir discuter. Euh, de mémoire, est-ce qu'une réunion comme celle-ci est inédite? Est-ce que c'est la première fois que nous en faisons une comme ça en Guyane? Et surtout, si il y en a déjà eu avant, quels ont été les résultats de ce genre de rendez-vous? De toutes les façons, chaque fois qu'on est unis, on est plus fort. Très clairement. Moi, le but, c'est pas qu'on rabâche les questions de constat, etc. Le but, c'est de réunir donc, les 3 chambres consulaires, de réunir tous les syndicats socioprofessionnels, et pour qu'on puisse décider d'actions communes. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est pas forcément moi qui aurait dû prendre cette initiative-là, mais en fait, moi, je le redis ici, ça fait 1 an et demi que j'annonce que j'ai annoncé la couleur. Et pour moi, on doit agir rapidement. Et l'État, même dans un contexte dit d'austérité budgétaire, parce que bon, moi, Oui. un Vous, contexte, mettez, vous mettez beaucoup de conditionnels sur Ben, cette quand- austérité. quand je dis Et, quand- et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. l'austérité budgétaire, ce sont des choix qui sont faits. Oui. Quand vous décidez d'investir essentiellement au niveau donc, de la défense, avec une logique guerrière permanente, le ministère de la Défense, lui, il n'a pas de problème. Hein. Tous les marchés du ministère de la Défense, y compris en Guyane, vous avez des délais de paiement qui sont en cours, vous n'avez pas de difficultés, les marchés vont s'ouvrir, etc. Il y aura pas de difficulté Mais là-dessus. pour reprendre un terme que Mais- vous connaissiez à l'époque, c'est du délestage. On décide où on met de l'argent. Voilà, exactement. Et puis de toutes les façons, vous avez 2 piliers, la santé, l'éducation, etc., qui sont totalement oubliés. Il y avait bon, donc on sait tout ça. Moi, ce que je dis, c'est que le but, c'est de se réunir, parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, c'est ça la réalité. Est-ce que Juste, Kylian, oui, le gouvernement, malheureusement, c'est comme ça. Il regarde là où les gens se mobilisent ou pas. Ouais. Là où les gens sont unis ou pas. vous Là où les gens sont Vous déterminés dites, ou pas. Jean-Victor Castor, que le gouvernement, en observant, en ayant cette posture d'observateur, est en train de voir jusqu'où le seuil de tolérance de la population peut aller. Si, par exemple, aujourd'hui, les choses font mal, mais que personne ne se réunit, que ça passe encore, ils se disent, on a encore une marge, on peut encore aller un peu plus loin. Mais bien sûr, y compris dans les arbitrages qu'ils font entre la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Hein. Quand il y a eu Chido, Oui. il y a eu un appel à la solidarité dite nationale Mhm. pour régler le problème. Vous savez ce que l'on constate, tous les députés dits ultramarins, c'est que finalement, que ce soit pour Chido, que ce soit pour la catastrophe, dont le gouvernement a une responsabilité de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie-Kanaki, ce sont les territoires dits d'outre-mer qui financent. Hein. Moi, j'ai assisté à un conseil d'administration de l'ARS où je me suis élevé sur le fait que, sans consulter le conseil d'administration, on nous a informé que l'ARS Guyane contribuait à plus de 600 000 €
à la reconstruction de Mayotte. Oui, donc, alors qu'on a ces 600 000 euros, on en aurait eu besoin en Guyane Mais pour faire avancer 600 000 énormément de euros choses. pris sur la trésorerie de l'ARS, Oui. c'est-à-dire avec un impact sur la capacité, en fait, de trésorerie de l'institution. Donc, qui a réduit, donc, en fait, le nombre de jours. Et tout ça, en fait, ce sont des choses qui se passent dans toutes les administrations. Il y a des coupes budgétaires qui sont faites chez nous, y compris pour financer la reconstruction de Chido, de Mayotte, et pour financer aussi la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie-Kanaki. Mettez votre casque, Jean-Victor Castor. Nous avons les premiers appels ce midi dans le grand forum. Robert est avec nous. Bonjour Robert, comment ça va? Ah, allô? Oui, c'est à vous Robert. On vous écoute et on vous entend bien. Oui. Alors, bonjour sur le plateau. Bonjour. Bonjour à monsieur Bonjour Robert. Victor, hein. Oui. Toujours au combat, là, comme je vois, donc c'est parfait. Moi, la question que je veux lui poser, bon, c'est vrai que c'est pas de ceux qui parlent là, mais bon, moi, je voulais quand même son avis, parce que nous, ça nous inquiète, nous, localement, hein, donc sur le prix de l'essence, hein. Alors, moi, je suis bien sûr ce qui se passe. Je regarde beaucoup YouTube sur les questions au gouvernement. Et apparemment, il y a un député qui s'est élevé contre la France pour dire que tous les pays aux alentours, c'est-à-dire tous les pays européens, ont trouvé une solution sur le prix de l'essence, parce qu'apparemment en Italie, c'est à 1 euro et quelques, partout c'est 1 euro et quelques, sauf en France. Et apparemment, le gouvernement ne veut pas baisser. Alors, je veux vous poser la question pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est possible ou c'est exprès qu'ils font ou bien ils n'ont pas les moyens? Voilà. Merci Robert pour cette question. Vous continuez à nous appeler d'ailleurs pour discuter avec Jean-Victor Castor au 05 94 36 36 06. La France face à l'augmentation du prix des carburants. Nous sommes en plein dedans. La barre symbolique des 2 euros a été dépassée. Le préfet, par ce même jeu d'analyse macro dont vous parliez, Jean-Victor Castor, nous dit qu'une hausse, la hausse de ce mois-ci est quand même moins forte malgré le prix que celle du mois dernier, sauf que nous payons plus de 2 euros le carburant. À quoi joue la France aujourd'hui? C'est la question très claire que posait Robert. Alors, il y a déjà 2 niveaux, parce que malheureusement, comme nous sommes sous tutelle française, les décisions françaises ont un impact chez nous, ça c'est clair. La première chose, c'est que il a raison. Il y a plusieurs pays qui ont pris la décision d'agir. Le gouvernement Le Cornu, lui, il a pris la décision d'attendre et de faire des petits ajustements. Le premier ajustement, c'était la part de l'État pour limiter l'impact sur les consommateurs, c'était à peine de 60 millions d'euros. C'est du pipi de chat. Bon, sur quoi le gouvernement peut agir? Donc, il y a plusieurs doctrines, hein, mais enfin, vous savez que tous ceux qui demandaient le blocage des prix ont été malmenés sur les médias en considérant que bon, c'était une formule qui ne marchait pas. Sauf qu'on a découvert quelques semaines après, quelques jours après, que Total faisait un bénéfice dans le cadre de ces opérations-là, ces opérations financières, boursières, etc., de près de 5 milliards, presque 6 milliards. Donc, il y en a qui considèrent, et moi je le pense, que ceux qui bénéficient de cet aspect conjoncturel lié à la guerre, c'est eux qui doivent faire l'effort. Ensuite, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau local, il y a des décisions à prendre. On ne peut pas dire que c'est une situation qui est conjoncturelle. On verra peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, si ça dure. Mais immédiatement, je pense que chacun doit faire un effort, y compris la collectivité territoriale. On doit faire un effort pour limiter en fait l'impact sur la population, limiter l'impact sur les entreprises, etc. Parce que, je le redis, si vous avez une situation globale qui est une situation critique, je parlais des entreprises tout à l'heure, qui ferment, vous devez agir partout. Moi, je suis, et c'est pas, vu mon passé syndical, etc., c'est pas ma tasse de thé, mais je le dis qu'au moment où, si vous avez une crise conjoncturelle, et tu as posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on avait déjà organisé des réunions comme ça? Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On a notre plateforme, on a nos exigences, et nous sommes tous derrière cette plateforme-là, pour dire voilà ce que nous voulons. Par exemple, moi je suis pour un moratoire, sur un moratoire au niveau par exemple de l'URSSAF. Parce que dès que vous n'êtes plus en capacité de régler vos situations pour être dans les normes, on va dire, mais vous ne pouvez plus répondre à des appels d'offres. En fait, quand je parlais d'effet domino, il y a tout ça aussi. Oui, c'est vraiment quelque chose qui rend caduque le fait de pouvoir répondre et donc gagner de l'argent et pouvoir payer donc ses la charges. fameuse cellule de crise. Oui. On doit avoir tout le monde autour de la table. C'est pas simplement le préfet, c'est pas simplement le DRFIP.
il faut que le directeur donc, de la sécurité sociale soit présent, il faut que tout le monde soit là. Oui, mais Jean-Victor Ouais. Castor, vous parliez pourquoi tout à l'heure Et de pourquoi cette feuille de route qu'ils ont. Et je termine, Oui. Kylian. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils savent faire. Parce qu'on l'a déjà fait. C'est-à-dire que dans d'autres crises, on a trouvé des solutions. Enfin, Kylian, je ne sais pas si tu te rends compte, tout ça converge au même moment. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles doivent rembourser les fameux prêts, les PGE, Oui. qui avaient été donc octroyés Accordé au moment de la crise au Covid. moment de la crise Covid. Donc, mais ça, on le sait. On sait que ça tombe mal, en fait. Et pourquoi on n'arrive pas à prendre une décision pour que tout ça soit revu? On doit remettre tout sur la table et considérer que la crise, elle est suffisamment importante, qu'il fasse, enfin, que ce soit important qu'on agisse maintenant dans tous les domaines pour pouvoir donc limiter l'impact sur les entreprises. Sinon, on va les voir mourir les unes après les autres. Mais quand même, Jean-Victor Castor, ce soir, lors de ce rendez-vous que vous organisez avec les socioprofessionnels, avec les syndicats, avec Les chambres consulaires. les chambres consulaires également, il faudra trouver un angle d'attaque pour la discussion. L'angle d'attaque, il peut être multiple. On parle des problèmes de trésorerie et beaucoup d'entreprises ont ces Sur les problèmes-là. délais de On paiement. parle également les délais de paiement aussi qui viennent crever encore le budget des entreprises. On parle également des charges qui ne sont pas payées. Vous le dites, il y a énormément d'entreprises qui se retrouvent à être pointées du doigt par les institutions, l'URSSAF, la Caisse générale de sécurité sociale, parce qu'elles n'arrivent pas à payer. Il faudra trouver un angle d'attaque Qui- pour discuter. On va commencer par quoi? Il faudra mettre quoi sur la table Kylian, en il n'y aura premier? pas de difficulté. Parce que tous les secteurs savent exactement là où ça pêche. Mhm. Tous les secteurs. Il s'agit tout simplement de mettre sur une feuille blanche l'ensemble des problématiques et surtout l'ensemble des propositions que chacun des secteurs fait. Et après? Mais après, il faut monter au créneau. Mais qui Il faut, mais moi- qui mais va, monter, mais qui monter- va, qui va monter au créneau? Parce qu'on en- a vu, en- on a vu, je vais être honnête avec vous, Jean-Victor Castor et les auditeurs, téléspectateurs de Radio Télé Pays Guyane le savent aussi. Lorsqu'on parle de cette montée au créneau, de cette solidarité que nous attendons de nos hommes politiques, parce qu'on a une mémoire aussi en Guyane 2017, on se rappelle que l'État nous a dit que les personnes qui doivent représenter les socioprofessionnels, les citoyens, Oui. les chefs d'entreprise, L'État- ce sont les hommes politiques. L'État dit toujours ça et à l'arrivée, il y a toujours une signature de la société civile. C'est vrai. Donc, mais donc ça, mais qui doit monter? ça fait partie des prérequis dans le cadre des discussions ou des négociations. C'est-à-dire que l'État, il met ses exigences. Si vous courbez les chines et que vous acceptez les exigences de l'État, c'est sûr que vous avez perdu sur l'ensemble même de vos revendications. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est tous d'accord que la situation n'est pas tenable. Elle n'est pas tenable dans l'immédiat parce qu'il faut sauver les entreprises existantes. Elle n'est pas tenable parce qu'il n'y a pas de visibilité économique. Et elle n'est pas tenable parce qu'on ne peut plus continuer avec une économie de comptoir. Et donc, il faut s'orienter vers un autre modèle économique. Ça, c'est sur du moyen long terme. Elle n'est pas tenable parce qu'on a des ressources et qu'il faut arrêter toute la réglementation, toutes les normes qui nous empêchent en fait d'accéder à nos ressources, toutes les politiques doctrinaires aussi qui nous empêchent d'accéder à nos ressources, ça c'est aussi sur du moyen long terme, mais il faut dans la discussion franche qu'on aura avec le monde économique aussi, de se dire les choses. C'est-à-dire que le monde économique qui considère qu'on peut rester dans le même modèle, on voit bien ses limites. Et donc bien sûr il faudra en parler. Moi très clairement sur la question donc, de la loi, la PPL Passion, sur la question donc, de l'accès à la possibilité d'explorer et d'exploiter donc nos ressources pétrolifères, les ressources en matière de gaz, au large de nos côtes, évidemment que cette proposition de loi qui a été donc votée par le Sénat, eh bien, nous allons la porter au niveau de l'Assemblée nationale. Ça va être extrêmement difficile, on est sur du moyen long terme, mais moi je vais en parler aussi, bien sûr, au monde socio-professionnel. Et donc, il y aura, donc, si tout le monde est d'accord pour qu'on ne chasse pas, on va dire, chacun dans son coin, c'est le terme qui avait été utilisé à l'époque, chasser en meute, on sait le faire, on l'a déjà fait par le passé. Et ça ne date pas de 2017, quand il y avait eu les états généraux, etc. On a toujours su faire ce genre de choses-là. Maintenant, c'est toujours au moment de la négociation que malheureusement, certains, chacun part dans son coin pour faire des négociations parce que c'est ce que le gouvernement propose. Bon, je pense qu'à un moment donné, on est suffisamment mature pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Qui va monter au créneau? Moi, je pense que tous ceux qui se sentent responsables vont monter au créneau. Je ne vois pas pourquoi des élus locaux vont s'opposer à une démarche où tout le monde, on essaiera donc d'aller au combat ensemble
pour sauver les entreprises Oui, guyanaises. mais de son côté, le gouvernement, l'État peut également dire que du point de vue du directeur régional des finances publiques en Guyane, Grégory Routard, que lui a une analyse qui est plutôt positive et que Oui. peut-être qu'il faudrait que nous puissions nous accorder avec lui, c'est-à-dire renvoyer la balle au centre et dire vous voulez monter jusqu'à Paris, jusqu'au ministère pour pouvoir gérer les choses, alors que sur le plan local, l'analyse que vous en faites n'est pas la même que celle que l'on nous fait remonter. Kylian, je vais te dire Deux une chose. salles, deux ambiances. Kylian, je vais te dire une chose. Pour être pour illustrer le propos. Mhm. En 1992, avec le mouvement du MSU, le discours officiel de l'État, c'était de dire qu'il n'y avait pas de crise et que, bon, construire une route entre Regina et Saint-Georges, ça n'avait pas d'intérêt. OK? Mhm. Bon, on n'a pas écouté l'État, on s'est battu et aujourd'hui, la route Regina-Saint-Georges, elle existe. D'accord? Bon. En 1996, on nous avait dit que ça allait coûter extrêmement cher d'avoir une académie de la Guyane et qu'il fallait rester sous la dépendance des Antilles, notamment de la Martinique. Bon, on a bien vu, grâce à cette académie, aujourd'hui, on a une université, même si ça s'est passé quelques années après, en 2013, je crois, on a pu obtenir notre université de plein exercice. Chaque fois, on nous dit que ce n'est pas possible. Chaque fois, et on trouve parfois effectivement des élus qui sont des relais de l'État pour dire ce n'est pas possible. Bon, on passe outre, on continue notre combat parce qu'on est déterminé, parce qu'on sait ce qu'on veut. Et moi, ce que je veux dire encore ici, c'est que toute notre expérience, et en 2017, ça a été la même chose. Rappelez-vous, mais rien n'était possible. Et puis, la présentation qui était faite au début du mouvement de 2017, c'est que tout allait bien. Parce que c'est une règle. Les tenants du pouvoir, la puissance administrante, la France, dans sa représentation par le préfet, dans sa représentation par le directeur de l'ARS, dans sa représentation par le DRFIP, etc., c'est de dire que, bon, c'est vrai, il y a une crise, mais la Guyane n'est pas dans la pire des situations. Regardez les chiffres, etc. Ce sont leurs chiffres d'ailleurs. Mhm. C'est comme l'INSEE. Hein. Vous savez que moi, j'ai déclaré clairement que l'INSEE montait sur les chiffres. Et quand vous regardez la téléphonie, l'augmentation donc des déchets, enfin, etc. Quand vous prenez tous les paramètres, tous les critères, Tout augmente sauf la population. tout augmente sauf la population. Ou alors elle augmente de très peu et ça ne correspond pas du tout à la réalité. Donc, ça, c'est le rôle de l'État de présenter à sa manière la situation économique et sociale. Jean-Victor Castor, je vous pose une question, il est déjà 12h23. On va avancer justement sur l'analyse globale de cette situation économique dans laquelle, difficile d'ailleurs, dans laquelle se retrouvent les entreprises guyanaises. Il faut également que nous puissions à un moment donné nous regarder en face, c'est-à-dire analyser les choses qui ont été bien faites par le passé ou les choses qui ont abouti à des décisions malheureuses. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi la classe politique, la classe socio-professionnelle qui doit se regarder sur certains choix? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses où il fallait monter au créneau qui sont passées, qui ont piqué un peu, mais qui n'ont pas été contestées véritablement, notamment certaines décisions qui ont été relayées par la préfecture. Moi, je pense que de toutes les façons, il y a l'heure du bilan. Mais aujourd'hui, moi, vraiment, j'insiste sur le fait que la crise à l'heure actuelle, c'est le peu de tissu économique local qu'on a qui disparaît. Donc, il y a déjà une urgence. Ensuite, on ne peut pas parler que de l'urgence. Il faut aussi dire, mais c'est quoi l'avenir, on va dire l'avenir proche? On fait quoi? Je vous pose la question, Très, c'est quoi l'avenir proche? très concrètement, par exemple, sur la question de l'évolution statutaire, on sait que le monde économique est assez réticent. Ben, à un moment donné, il faudra bien discuter, il faudra bien qu'il se positionne. Bon, sur la question, je disais, de l'accès aux ressources. Là, on va prolonger le texte de M. Passion, on va le prolonger à l'Assemblée nationale. Moi, je le dis clairement, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on n'a pas de majorité pour voter ce texte-là. Ça veut dire qu'on sera sanctionné peut-être par un vote négatif. Et si c'est le cas, bon, ben, on sera toujours à la case départ. Parce qu'il faut que ça passe à l'Assemblée nationale. Mais vous savez ce qui peut permettre à ce texte de passer à l'Assemblée nationale? Ben, c'est une mobilisation de la population guyanaise. Hein. C'est une mobilisation, y compris des acteurs économiques. C'est-à-dire que l'ensemble des corps intermédiaires se disent, bon, écoutez, nous, on a une situation qui se dégrade, on a des ressources, dont ces ressources-là. Nous appuyons la démarche, donc sur le texte de M. Passion. Et puis voilà, M. Passion, il n'est pas du même bord politique que moi, et Kylian, tu le sais quand même. Oui, très bien, oui. Ouais, mais moi, ça ne me pose pas de problème de relayer donc, en fait, son texte, parce que
on ne peut pas rester comme ça. Oui, mais Et donc, je le redis. excusez-moi d'insister, Jean-Victor Castor, mais Kylian, ce sont je des le redis. discussions que nous avons eues depuis 2017. Excusez-moi de revenir dessus, mais 2017, la population s'est mobilisée. Il y a énormément de choses qui ont été discutées, beaucoup de décisions fortes qui devaient être prises, qui étaient le relais de la volonté qui émanait de la population, qui n'ont pas été prises. Et nous en sommes là aujourd'hui en 2026. C'est quand même compliqué de demander à une population qui a une impression d'être trahi, c'est le mot, Mais de redescendre dans la rue, de mettre cette énergie populaire au service d'un changement dont ils ne seront même pas certains. alors, moi, je le redis ici. Tu vois un petit peu mon parcours. Moi, je suis plutôt du genre, on peut perdre, comme disent certains camarades, échec, échec, échec jusqu'à la victoire. Mm. Bon. Si tu fais rien, tu n'as rien. Ça, c'est une règle de vie. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Ouais. Donc, tu dois régulièrement te remettre en cause, mais tu dois aussi régulièrement donc avancer, c'est-à-dire Oui, mais prendre des initiatives. Et moi, ce que je dis, c'est que quand je fais ça, c'est une initiative que je prends. Je ne sais pas ce que ça va donner, Kylian, mais je ne peux pas rester les bras croisés. Ce que je sais, et je termine. Il y a qui à côté de vous, Jean-Victor Castor, quand vous prenez cette position? Parce que ce que vous dites ce midi sur Radio Télé Pays Guyane, ce sont des choses fortes. Vous ne vous déplacez jamais pour rien. Vous êtes là ce midi pour parler de cette réunion que vous initiez ce soir avec les socioprofessionnels, les chambres consulaires, les syndicats. Vous appelez tout le monde à être unis pour discuter. Vous dites que là, il faut s'affranchir de toute tendance politique, de toute couleur, de toute vision et de toute couleur syndicale pour penser à quelque chose qui va faire du bien au pays. Politiquement, il y aura qui à côté de vous? Au moment où nous parlons, il y a qui à côté de vous pour mener ce combat? Alors là, aujourd'hui, c'est une initiative que je prends avec le collègue David Riemann, qui sera présent normalement. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que moi, je dis toujours, c'est step by step. Je consulte et je vois avec les socioprofessionnels, est-ce qu'on est d'accord pour prendre une initiative commune? Quand je dis commune, c'est guyanaise, d'accord? Pour pouvoir lancer quelque chose. Kylian, franchement, aujourd'hui, on est sorti d'une élection qui était les élections municipales. Oui. Moi, je tourne la page du point de vue de l'élection elle-même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, excusez-moi de vous interrompre, ça veut dire qu'aujourd'hui, Olivier Goudet à vos côtés, qui a été un opposant virulent au MDES, qui était du côté de Serge Smock, aujourd'hui, dans ce combat, dans cette posture précise que nous devons avoir face au gouvernement français, l'avoir à vos côtés, pour vous, ce n'est pas dérangeant. C'est quelque chose, vous avez mis de côté ce qui s'est passé durant les élections municipales? Moi, ce que je dis, écoute, Kylian, je le redonne, je donne ça encore comme exemple. Des élus à l'époque avaient nommé mon nom en disant que j'avais mis le feu à la région. Quelques mois après, je suis élu régional. Et je vais serrer la main à cet élu-là, dans l'Assemblée. Malgré l'hostilité des habitants qui étaient là, parce qu'ils se rappelaient de cette histoire. Je suis au-dessus de tout ça, Kylian. Tu vas me donner le nom de personne. Je suis au-dessus de cela. Donc, comme je le redis, par exemple, la PPL Passion, moi j'ai eu des désaccords profonds avec le sénateur Passion. Mais cette PPL, elle intéresse le pays ou pas? Oui. Ben voilà, je la soutiens. Donc, je pense que en dehors de toutes les divergences qu'on a, il faut se dire les choses. Moi, je n'ai pas de souci à dire les choses à trop violence, à Olivier Goudet, ou etc. Je n'ai pas de souci. Comme eux, ils le font. Chacun fait son chemin. Moi, ce que je dis, c'est que moi, je sais tourner la page d'une élection. D'accord? Bon, bien sûr, on a fait un recours à Matoury, etc. Mais je sais tourner la page. Moi, j'ai envoyé un message à M. Smock en lui disant que je dois le rencontrer, que je souhaite le rencontrer. Et il m'a répondu, donc on verra les conditions dans lesquelles on va se rencontrer. Parce que je travaille avec tous les maires, et puis les présidents donc, de PCI, et puis avec les autres parlementaires, chaque fois que c'est nécessaire. Je n'ai pas de souci là-dessus. Ce que je dis, moi, c'est qu'au moment où je parle, personne ne peut contester, malgré les chiffres qui sont présentés par l'État, qu'on est dans une situation inédite en matière de crise économique, en termes de fermeture d'entreprises. Et que ça, il faut mettre un terme à ça. Et qu'on doit tous s'unir pour éviter la disparition quasi totale des entreprises locales. Parce qu'il y aura une économie, Kylian, mais sans nous. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire des gens qui ont mis des années et des années à construire quelque chose. Et qui, voilà, par l'effet de décisions prises à Paris, ou de non-décision
prises à Paris, ou de décisions prises localement, ou de non-décisions prises localement, voient leur entreprise fermée. C'est de ça qu'il s'agit. Avec des décisions à court terme. Et puis, comme je le dis, on peut pas séparer le court terme du moyen long terme parce que en économie, on a besoin de visibilité comme dans tout. Il y a quand même une conjonction d'éléments sociétaux qui font que le débat en Guyane est très vif aujourd'hui. Nous sortons à peine d'une réunion du collectif Stop Vie Chère qui montre que c'est compliqué pour beaucoup de ménages guyanais, que la paupérisation de la Guyane est tout le temps en train d'avancer sur l'ensemble du territoire, que nous voyons aujourd'hui la misère s'installer partout. Et quand je parle de misère, on ne parle pas de cette misère qui est liée notamment à l'immigration, on parle de la misère que l'on voit généralement là où elle n'était pas installée. On voit également les prix des carburants qui ont augmenté, la barre symbolique des 2 euros. On voit l'affaiblissement du tissu économique à travers la défaillance de très très nombreuses entreprises guyanaises, c'est inédit et c'est sur l'ensemble du territoire. On a l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où il faut réagir. Je vous pose la question parce que on attend toujours des réactions de nos politiques. On a renouvelé les maires il y a quelques semaines à peine. On, on s'attend à voir les choses bouger. Dans quelques mois, ce sera au tour des sénateurs d'être renouvelés. Aujourd'hui, dans quelle direction on doit aller? Je vous ai posé la question tout à l'heure, Jean-Victor Castor, vous l'avez habilement évité, mais politiquement, vous attendez quel soutien à côté de vous? Parce que vous dites que vous êtes ouvert à tout et c'est une réponse purement politique. Non, Excusez-moi d'insister, mais qui aujourd'hui doit venir à vos côtés de manière systématique pour aller porter ce dossier? Parce que si nous ne sommes pas unis de manière très claire, s'il n'y a pas de message fort qui sont envoyés au gouvernement, à la ministre des Outre-mer, qui connaît très mal le dossier guyanais, et ça vous le savez, ça ne marchera pas. Alors moi je réponds clairement, déjà il ne s'agit pas de venir à mes côtés, il s'agit de venir soutenir et de venir aux côtés du tissu économique guyanais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas de venir aux côtés de Jean-Victor Castor. Jean-Victor Castor, les questions de paternité, tout ça, moi franchement, ça me passe au-dessus de la tête. Oui. Ça n'a pas d'importance pour moi. Ce que je dis, c'est que moi, quand je prends une initiative politique, il y a un point de départ. Quand je réunis les chambres consulaires et que je réunis donc les syndicats socioprofessionnels, c'est pour savoir où on peut aller. Mais Kylian, je te rassure et je rassure tout le monde, moi, dès que je sens que ça peut fonctionner, l'initiative, c'est plus moi, quoi, en fait. Oui, il faut que tout le monde puisse s'emparer du dossier. L'initiative, Oui. c'est plus moi. C'est-à-dire que si on arrive à formuler quelque chose ce soir avec toutes les chambres consulaires, avec tous les syndicats de différents secteurs de l'économie de la Guyane, ben, si on décide de se réunir à nouveau pour consolider les choses, pour formaliser les choses, Jean-Victor Castor, il ne porte plus rien. Il est là, aux côtés de tous les autres. Mais il va laisser les choses vivre tranquillement et monter mais bien toute sûr, seule. mais je serai là avec toute mon énergie, mais voilà, je suis porteur de plus rien en fait. Oui. Comme j'ai su le faire sur beaucoup d'autres dossiers. Ce n'est pas comment les jeunes disent là, c'est pas mon vibe ça bête, hein, tu vois. Moi, je cherche pas moi systématiquement à avoir le leadership dans quoi que ce soit. Ce n'est pas ma façon de traiter les sujets. Ce n'est pas ma façon de traiter les sujets. Laurence est avec nous en direct, 12h35. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Monsieur Akwabi, bonjour Monsieur Jean-Victor Castor. Bonjour. Bonjour. Alors, je n'ai jamais perdu espoir d'entendre cette phrase-là. C'est pas pour moi que je le fais. Il faut nous tout aller. Depuis nous arriver et à la présidence à la CTG, Serville, ça a répété ça rondement, mais nous pas qu'à comprendre même. Alors, Jean-Victor Castor, nous tellement contents d'y voir que tout arrive comprendre. Ah, pas vous dire peut-être pire, mais tout arrive comprendre, d'autres comprendre que c'est Guyane d'abord. Nous, l'homme chez les Chimie avait au Brésil, avoir avion, mon avion, ça y dit mot, à souiller front, Martinique, il pas que marqué M2S, passé par la gauche, non, il était marqué Martinique, et il est en une cause. Donc, il faut nous mettre dans nos têtes, ça fait partie gauche, droite, que si là, ça il faut nous jeter en mer.
Et puis nous mettons dans nos têtes Guyane d'abord. Ah ça, félicitations, vous t'es bien pour faire. Merci, capital. Merci beaucoup, Laurence. Jean-Victor Castor, il y a quand même en face de nous l'État qui a donné un sacré coup de rabot. Je suis obligé de dire quelque chose. On ne peut pas laisser. Alors, merci d'intervention, madame. Mais on ne peut pas laisser madame on dit ça. Parce que toute mon histoire et toute histoire me partit à ça. C'est-à-dire que pour nous, il y a le moment où on doit faire des clarifications politiques. Parce que moi, je suis contre le fait que l'on kidnappe le débat politique. Je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord sur des choses, il faut les exprimer. Il faut que la population sache ce sur quoi on n'est pas d'accord. Ce n'est pas de ça qu'on parle là. Là, on parle de ce sur quoi on peut être d'accord. Et là, vous émettez quand même toujours des réserves. Tout à l'heure, vous disiez, non, mais je termine. Si on est d'accord là, où on peut être d'accord, donc ça signifie que ce soir, vous n'êtes pas totalement sûr qu'il y ait un consensus. Mais non, mais Kylian, mais forcément, parfois, même dans les secteurs économiques, tu as des divergences. Ouais. Les gens qui sont pour l'import-export, qui aimeraient que ça ne reste qu'une société d'import-export. Tu comprends? Il y en a. Oui, mais là, Jean-Victor Castor, il s'agit de mourir maintenant ou mourir plus tard. Je suis d'accord avec toi, donc c'est de ça qu'on va débattre. Mais on va voir la limite de là où on peut être d'accord sur les propositions. C'est de ça que je dis. J'entends bien. Mais, et là, on peut. C'est facile à faire. Hein, c'est ce qu'on appelle une plateforme de revendication commune. Concrètement, ça marcherait comment cette plateforme je te donne un exemple. Tout le monde sait. Je travaille avec Davy Rayman. On n'est pas d'accord sur tout avec Davy. Hein. Et on l'a déjà dit, Davy l'a déjà dit, moi je l'ai déjà dit, on n'est pas d'accord sur tout. Mais chaque fois qu'on peut être d'accord sur quelque chose, on le fait. Et il n'y a pas de difficulté à ça. Donc, c'est simplement pour rectifier, pour dire à la dame, je ne découvre pas qu'il faille se mettre ensemble, parce que c'est notre parcours. C'est plus de 40 ans d'engagement militant où on a toujours procédé ainsi. Maintenant, à des moments donnés, bon, peut-être y compris qu'on a pu faire des erreurs, mais ce que je veux dire, c'est que politiquement, on sait quand il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de sujets. Je le redis ici, je n'ai pas eu besoin de l'orientation ou d'un positionnement d'un tel ou un tel. C'est notre parcours politique. C'est une constance qu'on a. Et je le redis parce que la dame n'a pas rajouté une chose que moi j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous, on ne cherche pas le leadership. Je ne cherche pas à être le premier, je ne suis pas là-dedans. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je le fais avec délicatesse parce que, vous savez, nous sensibles en un pays, malheureusement. Ouais. Ah ouais, mais c'est fait so bête, etc. Mais bon, les gens en ont arrêté. Moi, j'observe que j'ai fait des demandes, que les choses, les gens ne sont pas encore prêts, etc. J'attends. Mais je ne vais pas chercher à tout rallier à moi, etc. Ou à tirer le drap. Ce n'est pas mon sujet, ça. Mais si rien ne se passe, je prends une initiative. 12h39, Jean-Victor Castor, vous parliez de moratoire tout à l'heure. En allant plus profondément dans les dossiers, pour moi, le moratoire est une espèce de grande nappe sur laquelle on peut mettre en dessous énormément de choses. Est-ce que dans la situation actuelle de la Guyane, dans l'urgence même, il ne s'agirait pas de faire des moratoires spécifiques à la situation guyanaise? Pas un seul qui engloberait toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, mais différents moratoires et pas des petits qui permettraient de ramener de l'oxygène là où il faut. C'est-à-dire que le moratoire qui est appliqué aujourd'hui au monde du BTP ne fonctionnerait pas pour le monde de l'agriculture ou encore pour le monde de la pêche. De toutes les façons, il y a des sujets parfois, et ça c'est normal, hein, dans certains segments, dans certains secteurs, bon, il peut y avoir des revendications spécifiques. À partir du moment où tout le monde est d'accord de les soutenir, moi je pense qu'on peut y aller là-dessus. Et ça, on sait le faire aussi, c'est pas un problème. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour revenir sur la question du moratoire, moi je parlais surtout donc, de l'URSSAF, etc. Oui. On sait que c'est un élément clé à un moment donné pour la suite. Je vous pose la question parce qu'on est dans le grand forum, on est sur Radio Télé Pays, ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut passer au moment où l'État est en train de chercher à tout niveau des sous? Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'on est dans un contexte d'austérité budgétaire. Ce n'est pas la première fois. Ce qui va se passer là, c'est que tout simplement, il faut être suffisamment fort pour être entendu. Mais il y a déjà eu des moratoires. Enfin, on en parlait lors d'une émission passée avec Jean-Paul Lepeletier, qui était à l'époque président de la Chambre de commerce, et il rappelait effectivement qu'on a déjà obtenu des moratoires. Donc moi, ce que je dis, c'est que l'État ne peut pas être responsable d'une situation, puisque ce sont ses choix. C'est le gouvernement qui fait le choix d'une austérité budgétaire dans un certain nombre de secteurs. C'est le gouvernement qui décide de faire mal à l'économie guyanaise. Je prends l'exemple de la LBU, avec 60% de coups de rabot. Donc on va se battre pour que ça ne soit pas appliqué. Mais en attendant, vous ne pouvez pas prendre autant de mesures, mettre en difficulté les entreprises, et une fois qu'elles sont en difficulté, qu'elles ne puissent pas donc assumer
leur paiement au niveau donc, de l'URSSAF et ensuite leur dire vous ne pouvez pas répondre à des appels d'offres. Ça, et le préfet avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il avait dit on est en austérité budgétaire, c'était dans une réunion avec les FRBTP. On ne saura pas tout faire et ce seront les premières entreprises qui seront prêtes qui vont obtenir les marchés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Oui, ça met une pression sur tout le monde. Hein. Ça met, non, mais ça met une pression, mais ça veut dire très clairement que les entreprises qui seront avantagées, elles sont profilées déjà. Oui. Et souvent, ce sont des entreprises extérieures. Absolument. C'est le profil généralement qui ressort le plus souvent. Jean-Victor Castor, je vais vous poser une question un peu naïve. Monsieur le député, lorsque on sait que pas très loin, quelques encablures, il y aura des présidentielles, en imaginant que ce moratoire concernant l'URSSAF, la CGSS, puisse passer, est-ce que ce n'est pas reculer pour mieux nous assommer après, une fois les élections passées? Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et ce sera plus Emmanuel Macron, puisqu'il est arrivé au terme de ses 2 mandats. Ce sera autre chose, une autre politique, une autre vision de la France et une autre vision de l'économie des Outre-mer. Moi, je vais te répondre clairement, Kylian. Hein. Pendant les 1 an qui se passent là, si tu vois en faire rien, nous plie basque 0. Hein. Donc, moi, tout ce qu'on peut obtenir maintenant, il faut le faire. Hein. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une situation d'urgence. Et tu sais, moi, ce que j'ai envie de dire ici aussi, c'est que quand tu regardes la situation dans le pays, on a tendance à regarder la situation sur le littoral. On a tendance à regarder la situation dans l'île de Cayenne. Ouais. Hein, on va dire ça comme ça. Jusqu'à Saint-Laurent un peu parfois. Parfois un peu jusqu'à Saint-Laurent, ouais. parfois. Mais on oublie de l'autre côté. Mais le monde économique, y compris de l'Ouest, se sont oubliés, y Ouais. compris de l'Est, se sont oubliés. Et quant à l'intérieur, voilà. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Ouais. Bon, et alors, leur force, par contre, dans ces régions-là, c'est que c'est vrai qu'ils sont aux côtés de la frontière, ils ont des handicaps, mais en même temps, ils ont des atouts. Mais ils ont un atout qui est encore plus fort, c'est que c'est la force de la débrouillardise. C'est ça, en fait, qui sauve un peu le peu d'économie qu'il y a dans ces régions-là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'initiative que je prends, elle ne concerne pas que le littoral, elle ne concerne pas que l'île de Cayenne. Donc ça veut dire que vous allez vous déplacer également aux côtés du député de la 2e circonscription pour aller voir les populations également qui ne pourront pas se déplacer, ces chefs d'entreprise qui sont également concernés. Normalement, ils sont représentés par toutes les organisations qui seront là, par les chambres consulaires aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va s'attacher aussi au fait de regarder ces singularités-là. Parce qu'effectivement, la situation économique, elle diffère en fonction de là où on se place sur le territoire, du fait de l'enclavement, etc. Là, par exemple, en perspective, pour te dire les choses très clairement, je discutais tout à l'heure avec le DIRCAP du maire de Camopi. On annonce une sorte d'effet El Niño à nouveau, avec certainement donc, un niveau de sécheresse sur les eaux fluviales, peut-être pour l'année prochaine. Qui sera annoncé comme étant supérieur à aux épisodes que nous avons connus. Donc, on sait les conséquences que ça aura. Ce sont les conséquences pour les familles, mais ce sont les conséquences pour le monde économique aussi. Oui. Et pour l'environnement également, puisque lorsqu'il fait chaud comme ça, les retombées du mercure également sont beaucoup plus actives. Alors, on fait quoi? Ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand on parlait d'anticipation, il y a tout ça aussi. Bébert est avec nous au téléphone, il est 12h44. Merci de votre patience. Bonjour Bébert. Bonjour Kylian, bonjour monsieur le député. Bonjour. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on entend bien. On entend bien. Oui, alors, je voudrais dire simplement à monsieur le député, tout ce qu'il dit là, il a peut-être raison sur certains domaines, j'en sais rien. Nous concernant l'UGT ou notre, je dis bien, on n'a pas besoin d'être défendu par des parlementaires. Déjà, concernant si nous avons des difficultés, que ce soit avec l'État, c'est-à-dire impôts ou URSSAF, nous sommes grands pour pouvoir prendre nos moratoires nous-mêmes. On est assez grands pour pouvoir le faire et on n'a besoin d'aucun parlementaire sur le territoire pour pouvoir le faire pour nous parce qu'on sait faire les choses comme on doit le faire. Maintenant, il vient de nommer les chambres consulaires. Moi, les chambres consulaires ne représentent pas le monde des transports parce que, bien évidemment, on est inscrit dans des chambres consulaires, mais qui ne nous représentent pas du tout. Du tout. Et quand on parle de chambres consulaires, elle existe, c'est peut-être normal, mais en aucun cas aujourd'hui, les chambres consulaires, je vais parler d'une qui n'a jamais défendu le monde du transport concernant l'augmentation du gasoil de 2,19 €, etc. Et je suis passé plusieurs fois sur votre radio, c'était les pays ou Radio Pays, où je l'avais dit
Depuis 1 an, depuis 2 ans, j'annonce qu'on va dans la grande difficulté aujourd'hui. Ça s'est avéré aujourd'hui, mais je n'avais pas parlé pour le gasoil, parce que personne ne savait qu'il y aurait une guerre mondiale, enfin une guerre au niveau du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on voit les conséquences d'aujourd'hui. Il n'y a pas que seulement le gasoil qui est en train de péter tout le monde, mais c'est toute la vie chère qui est en train de péter tout le monde. Donc, je voudrais simplement dire qu'on peut parler pour les autres, monde économique, mais pas nous. Nous, on sait régler nos problèmes nous-mêmes, on sait se faire nous-mêmes, et on sait faire. On n'est pas bêtes, on est des gens très intelligents, très instruits. On n'est peut-être pas député ni sénateur, mais on connaît les lois, on connaît la réglementation, on sait ce qu'il faut faire. Même quand on doit aller devant négocier avec l'État, on négocie avec l'État et on a satisfaction. Et si on va au niveau de la CTG aussi, on a satisfaction et autres. Donc on n'a pas besoin des gens pour nous défendre. Berbère, oui. Juste une question, ça veut dire... Oui. Alors, le nous, ce sont les transporteurs, hein, c'est ça? Ah non, moi je n'ai pas parlé pour les autres. Hein. Non, monsieur le député défend les autres. Il est grand, il fait ce qu'il veut. Moi, je remarque simplement que tout le monde, il a parlé d'élection de 1 an, que ça va finir, que Macron ne sera plus, mais il y a quand même une élection qui arrive dans 2 ans. Donc, je ne sais pas, est-ce que maintenant il est en campagne électorale concernant les prochaines échéances électorales, j'en sais rien. Tout le monde veut parler aujourd'hui. Laisse-moi finir. Aujourd'hui, lorsque le torchon brûle partout, on voit tout le monde qui sort de leur tanière et puis ils viennent parler de ci, de ça, etc. Comme si eux, ils ont la maîtrise du monde économique et nous qui sommes dedans. Moi, en tout cas, je n'ai pas travaillé pour l'État. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne travaille pas pour l'État. J'ai aucune collectivité, je travaille à la sorte de mon fonds. Et moi, je crée de l'emploi. Je sais que je crée de l'emploi. Il y a de ceux qui étaient peut-être dans, je ne parle pas pour monsieur le député, attention, d'autres qui sont fonctionnaires aujourd'hui, qui n'ont jamais créé un emploi, de l'emploi aujourd'hui, et qui viennent faire des leçons aux gens concernant le monde économique, comment il faut faire, etc., comme si on maîtrise l'économie à 1 milliard de %. Moi, je ne peux pas la maîtriser à 1 milliard de %. Tout ce que je sais, que je me réveille tôt pour travailler le matin, je me couche tard, je paie mes charges sociales, je paie ce que je peux payer, et si j'ai des difficultés, j'obtiens un moratoire, comme voilà, parce que je négocie mes moratoires, je le respecte. Donc, chacun des je réponds à ta question. Vas-y. Je pose une question. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, toi qui es représentant des transporteurs de Guyane, que la Réunion, est-ce qu'à titre personnel tu iras? Est-ce que les transporteurs vont se déplacer également pour discuter, pour expliquer également leurs difficultés faisant partie du monde économique guyanais? Mais je réponds à ta question. Monsieur Magalima, qui est mon président, on est sur la même longueur d'onde. Parce que des fois dans la rue, les gens disent qui Magal, qui Magal. Ça a été dit. D'accord? Et même le député a l'occasion de le dire. Bon, mais c'est pas grave, tout ça. Maintenant, nous, personnellement, si ça m'étonnerait que nos adhérents iront dans cette réunion-là, parce que nos adhérents, ils savent comment on fonctionne, on les aide. On va, quand il faut aller prendre des moratoires, on a un mail direct pour nous qui nous permet de traiter les entreprises qui sont en difficulté. Ça, c'est la première des choses. Au niveau des impôts, nous n'avons pas de problème. Quand le DRP doit nous recevoir, il nous reçoit, on règle le problème. Le préfet, quand il en a un problème, on envoie un mail au secrétaire du préfet qu'on a un rendez-vous. Tout de suite, même pas dans une semaine ou 48 heures. Et c'est pourquoi des fois, quand on dit à un élu qu'un préfet nous répond tout de suite et que vous nous répondez dans 20 ou 30 jours, on trouve qu'on les vexe quand on dit ça. Mais on ne les vexe pas. C'est que l'État nous reçoit tout de suite parce qu'on a un syndicat reconnu qui a fait ses preuves. Donc, est-ce que nos membres iront? Je ne pense pas que nos membres iront et ça ne nous intéresse pas. On n'ira pas, ça ne nous intéresse pas. Tu m'as posé la question. Mais attention, je ne sais pas une pique que je lance pour le débuter parce que je connais sa virulence de réponse qui pourrait me répondre. Mais je n'ai pas besoin de réponse. Je le dis avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. J'ai du respect pour lui, il n'y a pas de problème. Il fait son job, mais il fait son job. Mais moi, nous, personnellement, l'UGT Rhinosa, nous n'allons pas participer à cette réunion-là, point barre. Puisque nous sommes en collaboration avec les services de l'État. D'accord. Bon. Alors après, on va être vexé de ce que je dis. Tu m'entends, Kylian? J'écoute, je suis en train d'écouter. Allô? Oui, je suis là. Oui, on va être vexé de ce que je dis. Balayons devant nos portes d'abord, parce que tout le monde est en train d'écriminer l'État. Mais vous là, je parle où? Ceux qui sont, Macron avait dit que ce sont les élus qui sont comment dire ça encore, qui ont le droit. Mais posons-nous la question. Alors, l'État, il a tous les mots qu'il faut,
Mais nous, dans ce département, toutes les collectivités, eh bien, on n'a pas notre part de responsabilité. Les parlementaires n'ont pas leur part de responsabilité, mais on envoie tout vers l'État et puis on n'a pas notre part de... Je dis non. On peut dire ce qu'on veut, je dis non. Tout le monde a sa part de responsabilité, y compris chez nous, balayons devant notre porte, et y compris l'État aussi a sa part de responsabilité. Donc aujourd'hui, il ne faut pas tout rejeter derrière l'État. Mais là, actuellement, là, vous avez une collectivité territoriale, vous avez un PCI, pour conclure, Bébert, vous avez la CACL, vous avez tout ça. Eh bien, à un moment donné, il faut arrêter. Merci. Il faut se regarder en face, et puis disons les choses en face. Merci. Mais pas derrière le dos des gens. Merci beaucoup. Merci Allez, beaucoup, bonne Bébert. 12h51, Jean-Victor Castor, vous avez pris le temps d'écouter attentivement ce qui est dit. Vous souhaitez réagir? J'avais l'impression que c'était son émission, mais bon. Non, mais il n'y a pas de. Vous le savez très bien que ça fait partie de l'ADN. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, l'auditeur a dit qu'il me respectait. Je ne pense pas qu'il me respecte. Et c'est connu. Et donc, j'aurais préféré qu'il dise voilà, je suis contre lui. Voilà, tout simplement. Et les choses, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que les choses soient claires. Ceci dit, moi, je n'aurais aucun problème à travailler avec son syndicat, avec les transporteurs, quels qu'ils soient. Bon, chacun fait ses choix. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça a été rappelé en début d'émission, il y a plus d'1 an et demi que j'alerte sur la situation qui allait se dégrader. Donc, je ne savais même pas comment, par rapport aux élections municipales, ce qui allait se passer. Il y aura des élections sénatoriales, il y aura des élections présidentielles, il y aura de nouvelles élections législatives, il y aura à nouveau donc, un certain nombre d'échéances électorales, y compris pour la collectivité territoriale. Alors, ça veut dire que chaque année, enfin, dès que vous ouvrez la parole, vous êtes en campagne électorale. Je ne suis pas de ces personnes-là. Je rappelle ici que je n'ai pas attendu. Depuis l'âge de 16 ans, je suis engagé en politique. Et je n'ai jamais fait le choix de raccourci pour obtenir un poste. Jamais. J'aimerais qu'on regarde dans la situation du pays, dans l'histoire de notre pays, les personnes qui ont gardé une constance, qui se sont battues par rapport à ces idées. Et puis tu gagnes et tu perds. Tout simplement. Voilà, j'aurais pu ne pas gagner en 2022. J'ai gagné en 2024 avec un résultat encore beaucoup plus important, 5 fois supérieur au résultat de 2022. Et je continue le combat. Qu'il y ait des personnes qui soient pour, qu'il y ait des personnes qui soient contre, c'est la vie politique, c'est la vie sociale, c'est la vie syndicale. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans des petites batailles, dans des histoires, etc. Parce que dans ce qui vient d'être dit, il y a de tout. Alors, moi, j'aurais préféré qu'on dise, non, nous, on sait se débrouiller, on n'a pas besoin de vous. Jusque-là, ça allait. Mais à partir du moment où l'auditeur commence à parler, il est en campagne, ou on ne sait pas s'il est en campagne, etc., on est dans la polémique. Je ne suis pas là-dedans. Christian est avec nous. On prend encore un peu de temps pour vous accorder du temps, Jean-Victor Castor, parce que c'est bien votre émission. Je vous confirme et je vous rassure dessus. Il est déjà 12h54. Bonjour, Christian. Allô? Allô? Oui, Christian, c'est bon, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui. Allez-y. Juste un point de vue concernant l'auditeur qui passait avant, c'est comme disait M. Castor, moi je trouve que c'est aussi un peu égoïste. Il faut fonctionner en ensemble, en unité économique. C'est pas parce que son secteur fonctionne, il arrive à s'en sortir que les autres fonctionnent. Et les secteurs économiques sont liés. Donc, si vous laissez le bâtiment s'effondrer, même lui, en tant que transporteur, il va perdre des clients. Les économies qui fonctionnent bien dans le monde, si on prend l'exemple de l'Allemagne, le Japon, ces gens-là, ils ont très peu de chômeurs. Plus vous avez des gens qui fonctionnent, qui ont un travail et qui ont revenus, mieux votre économie fonctionne. Vous ne fonctionnez pas une économie avec 2-3 secteurs qui s'attirent et qui se... Vous pouvez pas faire une économie valable, durable en prédominant seulement 1-2 secteurs. Il faut essayer que l'ensemble de la Guyane, que le chômage se réduise. Donc vous aurez des personnes qui pourront fonctionner par elles-mêmes, par leurs revenus, pas par des. Et c'est vrai que le fait qu'on baisse l'aide pour le logement, il faut une réalité en Guyane. Ce qui fait fonctionner actuellement, c'est surtout les apports de l'État. Donc si ces apports diminuent, ce monsieur qui dit en plus il est transporteur, il est lié avec le bâtiment. Il est lié avec le bâtiment si le bâtiment
si le bâtiment a des problèmes, je pense que c'est aussi en contre-coup. Ça va réduire son activité. Parce que ces gens-là sont pour conclure, clients. Christian, je suis désolé, pour conclure. Oui, voilà, mais c'est juste ça. Bon, je suis d'accord avec M. Castor qu'il faut réunir les personnes sans se mettre en avant, parce que on fonctionner en groupe. L'économie ne va pas fonctionner parce que l'alimentaire fonctionne, parce que vous transportez 2 ou 3 personnes, vous n'allez pas loin. Merci On peut beaucoup. pas aller loin comme Merci beaucoup, Christian. Voilà, merci. Désolé pour les autres appels, il est déjà 2h56, on est largement en dépassement. Jean-Victor Castor, je vous laisse le mot de la fin. D'abord pour rappeler le rendez-vous, l'heure et le lieu surtout de celui-ci. Alors le rendez-vous, donc je rappelle que c'est pour les socioprofessionnels. C'est pas tout le public qui est invité pour ne pas. C'est vraiment une réunion de travail. Donc les chambres consulaires, je le rappelle, les syndicats donc dans chacun des secteurs donc professionnels, dans chacune des filières, donc pêche, agriculture, bois, etc. Et puis y compris les services, etc. Donc moi j'ai envie de dire aux gens que on a toujours eu des démarches comme ça dans le pays. Bon, là je prends une initiative, je le redis. Mais plus généralement, le problème, ce n'est pas simplement la réunion, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment réagissons-nous face à ce que j'appelle les attaques? Donc, j'en profite aussi pour dire que dans la réunion sur les délais de paiement, dans laquelle je me suis imposé, il y avait le président de la collectivité territoriale, il y avait le préfet, et il y avait donc le DRFIP. Moi, j'ai mis tout le monde sur le même pied de responsabilité. La responsabilité sur les délais de paiement, elle concerne aussi les collectivités. Il y avait le président de l'association des maires. Donc, je n'ai pas de souci, moi, à voir donc, la responsabilité des uns et des autres. La deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est que contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est ma petite pique, c'est que moi, j'ai reçu des appels des transporteurs depuis que je suis député pour me dire, monsieur le député, est-ce que vous pouvez intervenir sur ceci, sur cela? Je ne vais pas en parler, en fait. Mais il ne faut pas laisser croire que ces transporteurs-là, ce syndicat-là n'a jamais appelé le député pour qu'il fasse des démarches pour eux. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Bon. Mais je n'en tiens pas rigueur. Chacun a sa stratégie, chacun fonctionne comme il le souhaite. Mais c'est de ma responsabilité de dire publiquement qu'on est dans un moment où on doit se réunir, où on doit essayer de soutenir des initiatives et tomber d'accord donc en fait sur une plateforme commune pour qu'on puisse être plus fort. C'est tout ce que je dis. Merci beaucoup. Et je pense que la population et que les auditrices et les auditeurs comprennent que quand on est unis, on est plus fort. Le rendez-vous, ce sera à quelle heure, vous dites? Donc c'est 18h30 et la réunion va commencer à 19h. Et puis donc l'accueil va commencer à 18h30 et ça se passe à l'hôtel Royal Mercure. Merci beaucoup Jean-Victor Castor pour cet entretien très intéressant. Bien entendu, nous suivrons à la suite de ces discussions et de quelle manière cette fédération que vous appelez de vos souhaits va pouvoir être mise en place afin de pouvoir justement sauver les entreprises guyanaises. Ce n'est pas un blockbuster américain, c'est une réalité et malheureusement c'est celle de beaucoup d'entreprises locales. Dans quelques minutes, le retour de l'info locale, il sera 13h avec Edmedoudi.